Nous sommes le lundi 15 décembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, face aux abus et aux risques d'usurpation lors des perquisitions de domicile, d'une voiture ou d'un bureau, ce reportage vous présente les règles officielles prévues par le Code de procédure pénale 62-052 du 20 septembre 1962, ainsi que les droits des personnes concernées. Reportage. La perquisition est une procédure judiciaire permettant aux forces de l'ordre d'entrer et de fouiller un lieu, une habitation, un bureau ou un véhicule appartenant à une personne mise en cause afin d'y rechercher des preuves en lien avec l'infraction qui lui est reprochée, conformément au Code de procédure pénale 62-052 du 20 septembre 1962. Les agents chargés de la perquisition doivent impérativement être munis d'un document officiel délivré par le tribunal. En l'absence de cette autorisation, ceux qui entrent par effraction dans une habitation peuvent être punis d'une peine de prison de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 900 000 arrières, selon les dispositions de l'article 184 de cette loi modifiée en 2005. Selon l'article 211 de ce même code, la perquisition doit se dérouler en présence de la personne concernée ou de son représentant. À défaut, les forces de l'ordre doivent faire appel à 2 témoins extérieurs. Un procès-verbal écrit doit obligatoirement être établi et signé par toutes les personnes présentes. En cas de refus de signer, cela doit être mentionné dans le rapport. Les perquisitions doivent être menées entre 5 h du matin et 19 h, conformément à l'article 212. Toute intervention en dehors de ces horaires est considérée comme non conforme à la loi. Cependant, si la perquisition a commencé dans le créneau légal, mais n'est pas terminée à 19 h, elle peut se poursuivre jusqu'à son achèvement. S'il s'agit d'un crime grave ou d'une atteinte à la sûreté de l'État, l'article 212 bis permet la réalisation d'une perquisition à toute heure, mais toujours dans le respect des articles 210 et 211. Les biens, documents ou objets saisis doivent être immédiatement répertoriés, étiquetés, scellés et inscrits dans le procès-verbal qui doit être signé par les témoins présents. Le propriétaire peut demander à récupérer ses biens une fois l'enquête terminée. La personne concernée par la perquisition a également le droit de faire appel à un avocat. Selon cette loi, ni la destruction de biens, ni l'utilisation des biens du propriétaire ne sont autorisés. C'est pourtant ce qui s'est produit dans les propriétés de l'opérateur économique Mamravat Mang à la Sodiat Manchouivat au mois de novembre dernier, ainsi qu'à son domicile à Mantassou samedi dernier. La perquisition semble ainsi se transformer chez nous en un simple acte de pillage et de règlement de compte, d'autant plus qu'aucune personne n'a encore été emprisonnée pour avoir mené des fausses perquisitions. Tous les opportunistes en profitent donc. Jusqu'à quand l'impunité continuera-t-elle de régner chez nous ? Dans les actualités également, un groupe de bandits qui projetait une attaque à un Batmar a été neutralisé par la police hier vers 19 h 30. 4 d'entre eux ont été abattus lors des échanges de tirs. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres membres du groupe en cavale. Un reportage signé Felana Rakoutersoul. 4 bandits ont trouvé la mort, tandis que d'autres ont réussi à s'enfuir et font actuellement l'objet de recherches à la suite d'un affrontement entre la police et l'unité spéciale d'intervention et un groupe de bandits à un Batmar hier 14 décembre vers 19 h 30. Pour revenir sur les faits, après avoir reçu des informations faisant état de la présence d'un groupe de bandits préparant une attaque à un Batmar et dans les environs, les éléments de l'unité spéciale d'intervention sont immédiatement intervenus pour effectuer des patrouilles sur place. À leur arrivée, ils sont tombés sur les bandits, déclenchant un affrontement armé entre les 2 camps. Bilan, 4 bandits ont été abattus, tandis que d'autres sont toujours en cavale et activement recherchés. Lors de la fouille, les policiers ont saisi sur les bandits une arme de poing artisanale avec 2 cartouches ainsi que 2 couteaux. La police appelle par ailleurs la population à continuer de fournir des informations permettant d'interpeller à temps les malfaiteurs.
Dans un tout autre sujet, le premier voyage du train urbain, un projet initié par le président André Rajoelina pour faire face aux problèmes de circulation en milieu urbain, a été effectué aujourd'hui. Le tarif est fixé à 3 000 arrières et le train sera accessible au grand public à partir de demain. Le train urbain, présenté comme l'une des solutions mises en place par le président André Rajoelina pour améliorer la circulation dans la capitale, sera ouvert au public à partir de demain. Le premier voyage a été effectué aujourd'hui. Ce projet du président André Rajoelina vise à répondre aux difficultés de transport auxquelles font face les habitants d'Antananarivo. Le tarif du trajet est fixé à 3 000 arrières et le train urbain effectuera 2 rotations par jour. Le premier départ est prévu à 5 h du matin sur l'axe Souarane-Ambrnakun, puis Ambrnakun-Souarane. Le second trajet aura lieu vers 17 h 30 sur les mêmes itinéraires, Souarane-Ambrnakun et Ambrnakun-Souarane. Le train urbain circulera 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Pour le moment, un seul train est en service, mais la mise en circulation d'un second train est déjà en préparation. Pouvant accueillir jusqu'à 300 passagers, le train urbain pourra également être utilisé dans le cadre des offres touristiques à Antananarivo. En économie, la dette de l'État a atteint 31 852,7 milliards d'arrières à la fin du mois de décembre 2025. Cela représente 36% du PIB selon le rapport du ministère de l'Économie et des Finances. Une baisse de cette dette a été constatée par rapport aux années 2023-2024. Les détails. La dette de Madagascar s'élève à 7 179,1 millions de dollars, soit 31 852,7 milliards d'arrières à la fin du mois de décembre 2025, selon le rapport du ministère de l'Économie et des Finances. 86,1% de cette dette correspond à la dette extérieure, soit 6 181,5 millions de dollars. Celle-ci est en baisse par rapport à l'année dernière, où elle atteignait 6 619,7 millions de dollars. La dette intérieure représente quant à elle 13,9% pour un montant de 4 426,3 millions de dollars. Elle a également diminué de 3% par rapport à l'année précédente. Selon ces chiffres, le taux d'endettement de Madagascar est de 36% du PIB. Cette dette est considérée comme modérée puisqu'elle ne dépasse pas le seuil de 50%. Et puis, la cérémonie de sortie officielle de la promotion Minsk s'est tenue le week-end dernier à l'École nationale supérieure de la police, IVATU. 30 commissaires et 48 officiers de police font partie de cette promotion. Ces nouveaux éléments viendront renforcer le maintien de l'ordre public. La sortie officielle de la promotion Minsk a eu lieu samedi 13 décembre à l'École nationale supérieure de la police, IVATU. Au total, 78 policiers ont été officiellement présentés après avoir suivi avec succès une formation de 2 ans au sein de l'école. La promotion Minsk est composée de 30 commissaires de police, dont 7 femmes, ainsi que 48 officiers de police, parmi lesquels 11 femmes. Cette nouvelle promotion vient renforcer les effectifs de la police nationale déjà en service. Elle aura pour mission de protéger et d'assister la population, de s'engager activement dans le maintien de l'ordre public et de contribuer pleinement au développement de Madagascar. Et parlons du temps à présent, des alizés modérés, parfois instables, marqueront les conditions météorologiques durant la première moitié de cette semaine selon le service de la météorologie. Le temps typiquement estival reprendra progressivement le dessus vers la fin de la semaine. Aucun phénomène météorologique intense susceptible d'affecter directement Madagascar n'est prévu au cours de cette période. Des pluies faibles et intermittentes sont attendues sur la côte est de l'île. Les hautes terres connaîtront un ciel nuageux pouvant être accompagné de faibles pluies. Des averses orageuses sont prévues sur la partie ouest du pays ainsi que sur l'intérieur nord et pourraient s'étendre aux hautes terres et au sud de l'île vers la fin de la semaine.
Les températures maximales devraient globalement augmenter sur les hautes terres et la côte est durant la seconde partie de la semaine. Et face à la baisse des températures, les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, les nourrissons et les personnes malades, sont particulièrement invitées à prendre les précautions nécessaires afin de préserver leur santé, souligne le service de la météorologie. Côté sport, le secteur du gaming ou des jeux vidéo est aujourd'hui en pleine expansion à Madagascar, même si les associations et ceux qui y évoluent restent encore quelque peu dispersés. Les joueurs malagasy sont désormais visibles sur la scène internationale à travers diverses compétitions d'e-sport. Actuellement, des entreprises privées s'emploient à fédérer les acteurs du secteur afin de hisser le gaming à un niveau supérieur à Madagascar. Parmi les jeux vidéo qui font rayonner Madagascar à l'échelle mondiale figure Tekken. Le pays dispose même de son propre personnage à travers Miarzou, devenu aujourd'hui une figure largement connue sur les réseaux, y compris par des personnes qui ne sont pas nécessairement des joueurs de jeux vidéo. Madagascar compte également une communauté dédiée, Tekken Madagascar, très active dans la promotion du gaming malagasy lors des compétitions d'e-sport. Cette structure a notamment révélé Miarzou, comme beaucoup le savent déjà. Le constat d'un secteur du gaming déjà bien développé, mais nécessitant une meilleure structuration, a motivé une entreprise privée spécialisée dans les télécommunications à collaborer avec les gamers et les associations œuvrant dans le gaming à Madagascar. L'objectif est de les accompagner afin de porter ce secteur encore plus haut et de le faire rayonner bien au-delà de son niveau actuel, à l'image des autres disciplines sportives, d'autant plus que l'e-sport est désormais reconnu comme un sport à part entière. La mise à disposition officielle d'une plateforme dédiée à l'e-sport et au gaming par cette entreprise de télécommunications a été annoncée samedi dernier. L'événement a été marqué par une exposition de l'univers du jeu vidéo, la détection de nouveaux talents, ainsi que la présentation des équipes d'e-sport malagasy à l'amphithéâtre de l'Action Université Indjahar. 20 combats ont été disputés lors de l'événement Fight Night organisé par le Lions Force. Tous les kickboxers se sont affrontés au cours de cette soirée, selon les organisateurs. La passion pour ce sport a également été transmise au public présent lors du Fight Night Club qui s'est tenu au Petit Palais de Mamasne vendredi dernier. Narsour Azakassan et Michel Rakoutsan. Le Fight Night, organisé par le Lions Force, s'est déroulé avec un franc succès vendredi dernier. Fidèle à son concept, l'événement s'est tenu en soirée et a été marqué par 20 combats opposant des combattants professionnels et reconnus dans la discipline du kickboxing. Les organisateurs se disent ainsi pleinement satisfaits. La qualité de l'organisation et de la réalisation de cet événement d'envergure n'a rien à envier à celle observée à l'étranger. L'engouement pour le kickboxing a pleinement gagné le public présent, en particulier ceux qui ont découvert la discipline pour la première fois, selon les explications recueillies. Cet événement organisé par le Lions Force s'est également distingué par son caractère particulier. En plus de se dérouler en soirée, tous les billets étaient en formule VIP, permettant aux spectateurs de boire, de se restaurer et de profiter pleinement des 20 combats proposés. On passe à présent aux actualités internationales. L'attaque meurtrière par balle perpétrée dimanche par 2 individus sur la célèbre plage de Bondi à Sydney visait la communauté juive, a déclaré le Premier ministre de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. La fusillade, qui a fait au moins 11 morts, est considérée comme un acte terroriste. France 24. À Sydney, les célébrations de la fête juive de Hanouka ont tourné à la tragédie. Plusieurs personnes qui participaient en début de soirée sur la plage de Bondi ont été tuées dans une fusillade, d'autres ont été blessées. 2 assaillants, l'un aux abords de la plage, l'autre sur un pont, ont tiré pendant plusieurs minutes à bout portant sur la centaine de personnes rassemblées. Je les ai vus de loin, les gens ont commencé à courir et je me suis dit, bon, c'est peut-être un tir isolé, ce n'est pas comme aux États-Unis, ce n'est pas un massacre. Mais en fait, c'était bien ça. L'un d'eux avait une arme automatique de grande taille et se tenait sur le pont et il visait les gens. Il y avait beaucoup de corps au sol. L'un des 2 tireurs a été tué, l'autre est blessé après avoir été stoppé par un civil qui a intercepté son arme et l'a mise en joue.
La police australienne a indiqué qu'un engin explosif artisanal avait été retrouvé dans la voiture de l'un des assaillants et a qualifié cette fusillade d'acte terroriste. Le Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles a indiqué qu'elle visait explicitement la communauté juive. Ce qui aurait dû être une nuit de paix et de joie célébrée dans notre communauté entre familles et fidèles a été brisé par cette horrible attaque. Nos cœurs saignent pour la communauté juive australienne ce soir. En Israël, les autorités disent avoir réitéré leurs alertes et condamné la vague d'antisémitisme qui s'est étendue dans les rues d'Australie ces 2 dernières années. Donald Trump fait douter son camp. Pour la première fois, il déplore que les républicains pourraient perdre les législatives de mi-mandat en novembre 2026. Une inquiétude qui se fait entendre dans le camp républicain car de plus en plus de figures du parti s'opposent à l'hégémonie de l'administration Trump. France 24. Ils viennent d'horizons différents mais ont un point commun. Ces 3 élus refusent de se laisser intimider par Donald Trump. Mark Kelly, 61 ans, sénateur démocrate de l'Arizona, en fait partie. Avec d'autres élus du Congrès, il est apparu dans cette vidéo à l'adresse des militaires américains. Nos lois sont claires, vous pouvez refuser les ordres illégaux. Accusé d'avoir déployé l'armée dans plusieurs villes du pays, Donald Trump a répondu par un message au ton martial. Comportement séditieux, passible de la mort. Ancien pilote de la Navy, puis astronaute au sein de la NASA, Mark Kelly a choisi depuis de rendre coup pour coup. Le président Trump veut me réduire au silence. Il menace de me tuer. Et ça ne va pas fonctionner. Côté démocrate, une autre figure a émergé. Gavin Newsom, gouverneur de Californie, se présente en opposant numéro 1 à Donald Trump. Lui a choisi de lutter contre le président en reprenant ses codes, notamment via des vidéos virales. Donald Trump l'a menacé sans ambiguïté. Je le ferai volontiers arrêter. En plus, il adore la publicité. Ce serait super. L'ambitieux Californien répète depuis le danger qui guette l'Amérique à chaque décision du président. La démocratie est attaquée sous nos yeux. Nous y sommes. Donald Trump commence la démolition. Une opposition émerge aussi au sein même du camp Trump. Longtemps sa plus fervente avocate, Marjorie Taylor Greene, s'est muée en procureur impitoyable. Elle l'accuse de ne pas protéger les victimes dans l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein. Je me suis battue pour lui. Je croyais à l'idée que l'Amérique passait avant tout. Et il a dit que j'étais une traître pour avoir choisi de soutenir les victimes. Elle reçoit des menaces de mort. Donald Trump la dénigre à chaque occasion. Marjorie la traître. Je ne crois pas que sa vie soit en danger. Je crois que personne ne s'intéresse à elle. Il y a aussi bien sûr une part de stratégie dans cette opposition. Les élus qui critiquent le président se voient offrir une tribune médiatique très utile en vue d'une candidature à l'élection présidentielle de 2028. Pour terminer, le sommet de la CEDEAO organisé à Abuja, Nigeria. Sur la table, les récents coups d'État qui ont secoué le continent. Les dirigeants ouest-africains ont condamné la tentative de putsch au Bénin la semaine dernière. Concernant la Guinée-Bissau, ils ont rejeté le programme de transition proposé par la junte militaire et réclamé le retour à l'ordre constitutionnel sous peine de sanctions. France 24. Les événements de ces dernières semaines ont montré concrètement ce que signifie la solidarité régionale au sein de la CEDEAO. Tout d'abord en Guinée-Bissau, où des élections pacifiques et transparentes ont été torpillées par une intervention militaire. Puis vint la malheureuse tentative de coup d'État en République du Bénin. Celle-ci fut rapidement et fermement réprimée par la CEDEAO sous la houlette de la République fédérale du Nigeria. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO rejettent donc le programme de transition proposé par la junte militaire de Bissau. Ils réclament toujours le retour immédiat à l'ordre constitutionnel et ils demandent la mise en place d'une transition courte et inclusive, rassemblant et représentant le plus largement possible les forces politiques bissau-guinéennes. Les dirigeants ouest-africains ne prononcent pas dans l'immédiat de sanctions. En revanche, des sanctions pourraient cibler toute personne empêchant la mise en place des mesures préconisées par la CEDEAO. Une nouvelle mission de haut niveau devrait d'ailleurs s'envoler les prochains jours pour rencontrer les dirigeants de la junte à Bissau. Et les chefs d'État
de la CEDEAO sont revenus aussi sur la tentative de putsch avorté au Bénin. Pour eux, l'intervention de la force d'attente à Cotonou est un signal fort envoyé. Leur message est désormais qu'aucun coup d'État ne sera toléré dans une région ouest africaine souffrant déjà d'insécurité. Enfin, les chefs d'État de la CEDEAO ont validé le Sénégal pour la présidence de la Commission. Le président Diomaye Faye suggérera donc prochainement le nom du successeur de Oumar Aliou Touré, l'actuel président de la Commission. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités.